séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème. Alors attendez, est-ce qu'on m'entend? Je ne suis pas au bon endroit, excusez-moi. Hein. Parce que le micro est entre deux chaises. Alors, vous m'entendez bien, la séance est reprise. Donc l'ordre du jour appelle le débat sur le thème essai nucléaire en Polynésie française, indemnisation des victimes directes, indirectes et transgénérationnelles et réparation environnementale. Ce débat a été demandé par le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Et donc, à la demande de ce dernier, il se tient en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures puissent être interrogées. Donc, je rappelle l'organisation du débat qui a été fixée par la conférence des présidents. Donc, il y aura deux parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités invitées d'une durée d'1 heure. 2 des 3 invités seront entendus à titre exceptionnel en visioconférence, car ils résident en Polynésie française pour l'un et aux États-Unis pour l'autre. Puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'1 heure également. Je rappelle que la durée des questions et des réponses est limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. Donc pour la première phase du débat, je souhaite la bienvenue à Madame Léna Normand, première vice-présidente de l'association 193, à Maître Cécile Labruni, avocate au barreau de Paris spécialisée dans la défense des victimes de dommages corporels, et Monsieur Sébastien Philippe, enseignant-chercheur, membre du programme Sciences et Global Security de l'Université de Princeton. Je vais donc donner la parole à chacun de nos invités pour une intervention d'environ 5 minutes chacun. Et donc, la parole est à Madame Léna Normand. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Vérité, transparence, meilleure indemnisation des victimes et vouloir en finir avec le pacte du mensonge. Tels étaient les propos du président de la République française, Emmanuel Macron, alors en déplacement en Polynésie en juillet 2021. Mais de quelle vérité et transparence parlait-il alors que les archives les plus attendues par le peuple maori, celles qui lui permettraient de comprendre ce qui lui arrive à lui et à sa descendance sur le plan sanitaire, ne sont pas déclassifiées? La vérité est que dénonce l'association 193 dont je me fais le porte-parole aujourd'hui et qu'il n'y a pas une famille en Polynésie qui n'a pas au moins un proche malade ou décédé d'un cancer. Grands-parents, parents, conjoints, frères, sœurs, enfants. La vérité est que le bilan sanitaire des cancers en Polynésie est alarmant. Chaque année, près de 1000 nouveaux cas de cancer, dont 600 listés radio-induits, et ce sur une population de 280 000 habitants. La voilà la vérité, un héritage empoisonné laissé par l'État français au peuple maori et sa descendance. Et est-ce que rejeter 50% des demandes d'indemnisation des populations civiles est un ratio qualifiable de meilleure indemnisation des victimes, d'autant que ce taux n'intègre pas les rejets systématiques par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires des dossiers post-1974, période des essais souterrains. Parce que pendant longtemps, seules les victimes que sont les anciens travailleurs de Moruro et Fangatofa étaient prises en compte, que l'association 193 a été créée et qu'elle accompagne dans la démarche de demande d'indemnisation toutes les populations des 5 archipels, Gambier, Tuamotu, Marquise, Austral, Société. Ce sont ainsi plus de 600 familles que l'association 193 accompagne depuis 2017 bénévolement, et ce, à chacune des étapes de la demande d'indemnisation. Or, si les demandeurs, victimes et défunts par le biais de leurs ayants droit répondent aux 3 conditions légales que sont de temps, de lieu et de maladie, pour autant, et comme évoqué tantôt, 50% se voient refuser leur demande de reconnaissance et d'indemnisation à cause du 1 millisievert. Ce 1 millisievert est le point de blocage et l'association 193 réclame la suppression. Que le président de la République supprime de la loi Morin ce 1 millisievert. Et là, peut-être serait-il audible en prétendant vouloir une meilleure indemnisation des victimes.
Et alors qu'ils clament vouloir en finir avec le pacte du mensonge, il est effectivement plus que temps que l'État demande pardon au peuple maori et assume sa responsabilité des conséquences de ces 193 essais nucléaires. Mesdames et messieurs les députés, toute la Polynésie a été contaminée. Aussi, opposer ce seuil dosimétrique du 1 millisievert au peuple maori est une énième insulte à son égard, sachant par ailleurs que les chiffres ont été minimisés. L'on peut citer le rapport du docteur Millon du 10 juillet 1966, alors au Gambier, écrivant « Il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir. » De même, les révélations faites par l'ouvrage toxique, dont je laisserai le soin à M. Sébastien Philippe d'en faire état, saluant cependant la démarche ô combien utile dans cette quête de vérité. Pour conclure, l'association 193 réclame la suppression du 1 millisievert, la suppression de l'échéance calendaire imposée aux ayants droit fixée au 31 décembre 2024, le remboursement de l'ensemble des frais de soins et annexes supportés par notre caisse de prévoyance sociale au titre des maladies listées radio-induites, la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles conditionnées par la restitution des registres de cancer détenus par l'armée. Mesdames et messieurs les législateurs, vous savez comme nous qu'un texte de loi se fait et se défait. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Sébastien Philippe. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés, mon intervention aujourd'hui se focalise sur la méthodologie et les données retenues par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, pour renverser la présomption de causalité pour les personnes résidentes en Polynésie française lors des essais aériens de 1966 à 1974, et notamment sur l'île de Tahiti, à l'époque de l'essai Centaure du 17 juillet 1974. Qui ont été ou sont victimes d'au moins une maladie reconnue comme ouvrant droit à une indemnisation. Mes propos s'appuient sur un travail de recherche que j'ai mené depuis 2019 à l'Université de Princeton, aux États-Unis, sur l'impact dosimétrique des essais nucléaires français en Polynésie, et qui a fait l'objet d'une publication scientifique dans une revue à comité de lecture, ainsi qu'un ouvrage toxique, coécrit avec Thomas Statius et publié en 2021, presse universitaire de France. Après sa méthodologie actuelle, le CIVEN doit, pour renverser la présomption de causalité, établir que la dose annuelle reçue par un demandeur est inférieure à 1 millisievert. S'il ne le démontre pas, la demande doit être acceptée. Le CIVEN dit adopter sa méthodologie pour toujours privilégier l'approche qui permet de garantir que la limite de dose n'a pas été dépassée. Mes travaux montrent que ce n'est pas le cas. Pour la période des essais atmosphériques, le CIVEN utilise des estimations de doses efficaces produites par le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, pour évaluer les doses potentiellement reçues par les personnes résidentes en Polynésie française en dehors des sites du Centre d'expérimentation du Pacifique. Selon le CIVEN, l'ensemble de ces doses figure sous forme de table dans une étude du CEA de 2006, dont la méthodologie et les résultats ont été validés par un groupe de travail international missionné par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette affirmation est pourtant erronée. Bien que des experts internationaux se sont exprimés de manière qualitative sur la méthodologie suivie par le CEA dans ses calculs de doses, ils n'ont en aucun cas pu valider les résultats de ces études, notamment les estimations des doses efficaces reçues par les populations. La raison est simple. Lorsque le groupe d'experts étudie les travaux du CEA en 2010, les documents d'archives sur lesquels se basent les calculs de doses sont encore classifiés. Et les experts n'ont pas d'autre choix que de partir du principe que toutes les informations, tous les calculs, toutes les données fournies sont correctes. Les documents d'archives ne seront que partiellement déclassifiés en 2013, soit 3 ans après l'évaluation menée par les experts. À ma connaissance, le CIVEN n'a jamais procédé à la vérification des données et des calculs du CEA de manière indépendante. Le CIVEN rend donc des décisions basées sur des estimations qui n'ont malheureusement jamais pu être validées ou vérifiées dans leur totalité selon les standards scientifiques internationaux, qui impliquent notamment que quiconque puisse en reproduire les résultats et en vérifier la justesse.
Les estimations de doses retenues aujourd'hui par le CIVEN concernent principalement 6 essais aériens pour lesquels il a été reconnu par la France qu'ils ont entraîné des retombées plus importantes que prévues, notamment aux îles Gambier, sur l'atoll de Turia et sur l'île de Tahiti. Pour les 5 essais aériens qui concernent l'archipel des Gambiers et l'atoll de Turia, le CEA produit une fourchette de doses comprise entre un minimum et un maximum. Ce n'est pas le cas de l'essai Centaure, qui a directement impacté l'île de Tahiti et pour lequel le CEA calcule 3 doses différentes correspondant à 3 zones distinctes de l'île. Le CEA considère notamment que la zone Pyrénées-Papeete correspond au minimum de doses reçues par les populations. Cette zone concentre la majorité de la population présente en Polynésie française lors des retombées radioactives de l'essai Centaure, soit environ 80 000 habitants en 1974. Aucune fourchette de dose, aucun intervalle de confiance ou d'incertitude lié à cette dose efficace n'a été calculé par le CEA pour cette zone. L'estimation de la dose retenue par le CIVEN aujourd'hui pour la zone la plus peuplée de Tahiti est donc une estimation basse. En suivant la méthodologie du CEA et en utilisant de nouvelles données issues de documents déclassifiés en 2013, il est aujourd'hui possible d'estimer cette fourchette haute des doses efficaces qu'ont pu recevoir les habitants concernés. C'est ce que j'ai fait pour Tahiti, mais aussi pour Moorea et les îles Sulu. Les travaux que j'ai publiés en 2022 montrent que certaines erreurs ou omissions dans les valeurs sources retenues par le CEA, également relevées dans des travaux menés indépendamment des miens par des chercheurs de l'INSERM, ont eu pour conséquence de sous-estimer les doses potentiellement reçues par les résidents de Polynésie française. Mes travaux montrent que les doses efficaces annuelles reçues à la suite de l'essai Centaure par la population civile ont pu atteindre 2,5 fois les valeurs estimées par le CEA. Par conséquent, toute personne résidente sur l'île de Tahiti ainsi que Moorea ou les îles soulevant en 1974 put recevoir une dose efficace supérieure au seuil d'indemnisation d'Amélie-Siebert. Cela représente environ 110 000 personnes, soit 90% de la population de la Polynésie française à l'époque. C'est 10 fois plus que ce que l'étude du CEA en 2006 suggère. Ces résultats sont aujourd'hui publiés en détail en accès libre et peuvent être reproduits par quiconque, y compris le CIVEN. Je vous remercie. La parole est maintenant à maître Cécile Labruni. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, en particulier Madame Redar-Bello pour son invitation à m'exprimer sur un sujet aussi sensible et multifacette. Je suis avocate au sein du cabinet TTLA qui accompagne des victimes de maladies professionnelles, de catastrophes sanitaires et plus largement de dommages corporels. En 2002, nous avons entamé un long combat aux côtés d'associations de victimes des essais nucléaires, l'AVEN, l'association des vétérans des essais nucléaires, et l'association polynésienne Moroa Tatu. Depuis la création d'un système spécifique d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, surtout grâce aux réformes successives qui lui ont permis de mieux fonctionner, il y a manifestement une amélioration du droit à réparation puisque le nombre de victimes indemnisées a substantiellement augmenté au cours des 6 dernières années. Mais il subsiste encore, on l'a entendu, de sérieuses difficultés tenant à l'application du seuil de 1 millisievert, en particulier aux données sur lesquelles le CIVEN se fonde pour refuser d'indemniser, la liste des maladies radio-induites qui est à compléter, sur les problématiques environnementales et sur les conséquences sur la santé des descendants qui inquiètent parents et grands-parents. Ces questions sont complexes et devraient d'ailleurs être abordées devant la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires qui, je le rappelle, doit être réunie au moins 2 fois par an par le gouvernement pour suivre l'application de la loi 2010-2 du 5 janvier 2010 pour proposer des modifications éventuelles. Or, cette commission ne s'est pas réunie depuis février 2021. Je pense que Madame la ministre de tutelle aura peut-être des informations à ce sujet en deuxième partie de table ronde. Mais il est un sujet qui n'est pas complexe et qui nécessite une intervention rapide du législateur. Il s'agit de celles et ceux qu'on appelle les victimes par ricochet, que la loi du 5 janvier 2010 a omis de viser dans son article 1er. Il s'agit des proches du défunt qui a été reconnu victime des essais nucléaires. Il s'agit des veuves, des enfants, des petits-enfants qui ont perdu un époux, un père, un grand-père des suites d'une maladie dont il a été admis qu'elle était radio-induite. Il s'agit de Madame M et de son fils, dont l'époux et père décèdent à l'âge de 34 ans d'un cancer du cerveau.
Le tribunal administratif a reconnu en 2016 que ce cancer était imputable à son séjour sur les sites d'expérimentation et a enjoint le CIVEN d'indemniser les préjudices subis personnellement par le défunt. Quant à Madame M et à son fils, il n'est pas prévu d'indemniser leur préjudice moral et d'accompagnement, pas davantage que les conséquences matérielles de ce décès. Elle avait alors 31 ans, son fils 8 ans. Aujourd'hui, il a 54 ans, elle est âgée de 77 ans. Cette situation est injuste pour celles et ceux qui ont porté l'histoire de leurs défunts, qui se sont battus pendant plusieurs années pour obtenir réparation des préjudices de ce dernier. De plus, je rappelle que tous les autres systèmes d'indemnisation mis en place dans le cadre de la réparation de dommages collectifs prévoient non seulement l'indemnisation intégrale des préjudices subis directement par la victime dite directe, mais également l'indemnisation des préjudices subis par ricochet par ses ayants droit en cas de décès. C'est le cas du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Un exemple, le cancer du poumon est un cancer multifactoriel. Il peut être la conséquence de l'inhalation de poussière d'amiante. Il peut être également la conséquence d'une exposition au rayonnement ionisant. Madame A saisit le FIVA, car son époux est décédé des suites d'un cancer du poumon et a été exposé à l'amiante. Le FIVA propose d'indemniser les préjudices subis de son vivant par le défunt et les préjudices personnels subis par sa veuve. Madame B saisit le CIVEN, car son époux est décédé des suites d'un cancer du poumon et a été exposé au rayonnement ionisant dû aux essais nucléaires français. Le CIVEN reconnaît que le cancer est imputable à l'exposition, mais n'indemnise que les préjudices subis par le défunt de son vivant. L'accompagnement de fin de vie, le préjudice moral, le deuil, le bouleversement de la vie du foyer n'est pas reconnu ni indemnisé. Il est temps que la loi soit réparée, en ce qu'elle a oublié les familles endeuillées, que le droit à réparation intégrale des préjudices soit étendu aux ayants droit de personnes décédées d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition au rayonnement ionisant due aux essais nucléaires, tant en leur nom propre qu'au titre de l'action successorale. C'est en ces termes que je vous propose de prévoir une nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi numéro 2010-2 du 5 janvier 2010. Je vous remercie, Madame le Président, Mesdames, Messieurs les députés, d'accepter de porter la voix des familles de victimes des essais nucléaires. Je vous remercie. Donc, nous en venons aux questions.